Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne la suite de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture. Il s'agit de la 4e loi agricole en 10 ans. Objectif de ce texte, préparer la France à la réforme de la PAC, la politique agricole commune qui est prévue pour 2013, mais aussi assurer des revenus décents aux agriculteurs. Il faut dire que les revenus agricoles ont chuté de 34% en 2009. Le gouvernement entend donc mettre en place une véritable politique publique de l'alimentation. C'est l'objet du titre premier dont je vous propose de suivre tout de suite la discussion. Bonne séance à tous. Alors, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 522 rectifié au sein de l'article 1er. Et j'ai 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Alors, qui est-ce qui nous présente? C'est Françoise Laborde qui nous présente cet amendement 522 rectifié. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous voulons rédiger ainsi l'alinéa 17. Le respect des terroirs et le lien entre le consommateur et le producteur par le développement de filières courtes et l'amélioration de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs. En effet, les consommateurs, mais aussi les restaurateurs, artisans et commerçants de bouche sont les véritables prescripteurs de l'agriculture, car ce sont eux qui consomment et valorisent ces productions. Un lien étroit doit par conséquent les unir aux producteurs pour que les produits agricoles correspondent aux attentes de ses clients. Or, on constate aujourd'hui une évidente distension de ce lien. Elle découle notamment de l'urbanisation et des fortes évolutions connues par les exploitations agricoles. Il convient donc de veiller à préserver et à renforcer ce lien. Dans cet objectif, le développement des circuits courts et la proximité sur un même territoire de l'ensemble des acteurs d'un processus d'élaboration apparaissent comme des outils efficaces. Le consommateur gagnera en confiance envers les produits qu'il achète, ayant plus facilement connaissance de leur origine et de leur mode de transformation. L'objet de cet amendement est donc d'inscrire plus précisément cet enjeu dans la politique de l'alimentation et il est vraiment proposé d'ajouter à l'alinéa les termes le lien entre le consommateur et le producteur. Cette proximité suppose notamment le maintien d'équipements indispensables comme les abattoirs. Merci bien. Le 204 rectifié n'est pas défendu. Le 328, c'est Gérard Lecam qui le présente. Monsieur le Président, messieurs les ministres, chers collègues, il est ici question d'un amendement en faveur des territoires de montagne, où je me fais le porte-parole de Madame David en particulier. Dans le souci de valoriser les circuits courts et les terroirs, cet amendement se propose de compléter la politique nationale de l'alimentation d'un champ d'action supplémentaire afin de renforcer le lien entre les produits agroalimentaires et leur territoire. On peut se féliciter de l'adoption d'un amendement en commission visant à intégrer dans l'action du PNA le respect des territoires par le développement des filières courtes. Toutefois, la valorisation des circuits courts passe aussi par l'amélioration de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs. C'est d'autant plus important dans les territoires de montagne où, au-delà de la reconnaissance de la spécificité montagne, c'est toute une politique de produits qu'il s'agit de développer. Cette politique doit passer en partie par la reconnaissance de nouveaux labels, exigeant que le produit montagne présente une typicité qui le distingue de bien analogues produits dans d'autres parties du territoire, mais également par l'aide à la commercialisation en circuit court. Il ne suffit pas de reconnaître la spécificité de l'agriculture de montagne, encore faut-il en tirer les conséquences pratiques pour organiser réellement l'aide propre à ces filières. Par ailleurs, cet amendement permettra sans nul doute une meilleure visibilité pour le consommateur qui aura connaissance de l'origine et des modes de transformation des produits qu'il achète. À la lumière de ces éléments, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement. Merci. Le 227,
C'est toujours vous? Gérard Lecam. Alors, ce 227, donc ce projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, dans sa version déposée sur le bureau de notre Assemblée, ne faisait pas mention au départ des circuits courts. Pourtant, la réflexion a largement fait son chemin à travers les exigences du Grenelle et le rapport que vous avez initié sur le sujet, Monsieur le Ministre. Nous sommes donc satisfaits que le rapporteur ait jugé utile de faire entrer les circuits courts dans l'article 1er du projet de loi. Cependant, soulignons que cette modification a été faite au minimum, alors que des propositions concrètes existent. Dans ce contexte de volonté commune de développement de circuits courts, volonté plus ou moins ambitieuse, nous tenons à attirer l'attention sur la question des abattoirs. En effet, les abattoirs constituent un élément essentiel de la filière viande. Or, ils ferment les uns après les autres, si bien que dans certaines régions, comme dans le Nord, les bêtes sont abattues en Belgique. Et l'exemple qui a été donné hier sur l'Allemagne, je crois que c'était en commission, qui n'a que 3 abattoirs, à mon avis, n'est sans doute pas le modèle idéal à copier. Cette situation s'explique de plusieurs façons. On sait, et c'est normal, que les abattoirs doivent respecter les exigences sanitaires et environnementales en vigueur, en particulier tous les règlements du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui prévoient toutes les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale à tous les échelons de la filière. Les investissements nécessaires pour la mise aux normes sanitaires peuvent être financés dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, au niveau régional. Seulement, cela n'est souvent pas suffisant et si les investisseurs publics interviennent, les conditions d'éligibilité sont largement réduites. Les contraintes sanitaires et de la concurrence libre et non faussée sont là, mais elles ne sauraient justifier la fermeture massive des sites. Nous demandons que l'objectif de maintien des abattoirs soit inscrit dans la loi et que le gouvernement travaille à trouver des solutions qui permettent à ces structures d'exister. Ce faisant, on satisferait des exigences environnementales, mais également sociales, et surtout le maintien d'une diversité de production sur le territoire qui risque de disparaître par l'éloignement même de ces structures d'abattage. Je vous remercie. Merci. Le 441 n'est pas défendu. Il tombe. Alors, monsieur le rapporteur Gérard César, votre avis sur les 3 amendements qui restent? Oui, merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le 522, donc les filières courtes ont précisément pour objet de rapprocher le producteur et le consommateur. Les filières courtes se conçoivent toujours essentiellement pour les produits peu ou pas transformés et je trouve que cet amendement n'est pas adapté donc au texte et je donne un avis défavorable. En ce qui concerne l'amendement 328, c'est même avis défavorable. En ce qui concerne, je cherche mes papiers, 227, c'est un avis c'est les abattoirs. C'est sûr que nous souhaitons les uns les autres d'avoir des abattoirs à proximité. Mais il faut que ces abattoirs, d'abord, correspondent aux normes européennes, premièrement, soient mis aux normes. Deuxièmement, que ces abattoirs aient une dimension suffisante pour avoir un prix d'abattage, la taxe d'abattage, le plus équilibré possible, car les abattoirs entre eux se font quand même une certaine concurrence. Donc je trouve que le maintien des abattoirs à proximité des élevages, ça n'a rien à faire avec ce texte. C'est un avis défavorable. En ce qui concerne... C'est tout, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Alors, 3 avis défavorables de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce sont également 3 avis défavorables sur les 3 amendements. Alors, pour 2 raisons différentes. La première, sur les circuits courts, il nous semble que la rédaction du texte de la Commission est suffisamment explicite en mentionnant le développement des circuits courts. Et par ailleurs, dans la suite du texte, d'autres dispositions sont envisagées pour améliorer les circuits courts. Sur les abattoirs, d'abord une précision pour Monsieur Lecam, c'est moi-même qui effectivement cité l'exemple des 3 abattoirs allemands, Thon, Fleisch et Verbourg, qui, à eux seuls, consentent l'abattage de 54% des porcs allemands. Je l'ai cité pour expliquer les écarts de compétitivité, je ne l'ai pas cité comme modèle. Et je ne pense pas que ce soit un modèle à suivre pour la France. Cela étant, l'installation des abattoirs ne peut pas se faire sous forme de plan national, ce que votre amendement pourrait amener à recréer, puisque ce serait contraire à la directive service.
Donc rien n'interdit ensuite de développer des abattoirs ici ou là, mais sans plan national qui serait contraire à la directive service. C'est pour cela que nous émettons un avis défavorable sur cet amendement. Je profite, Monsieur le Président, d'avoir la parole pour vous prier de bien vouloir m'excuser. Je devrais m'absenter à partir de 16h40 pour l'entretien que le Président de la République aura avec le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos. Je serai remplacé durant cette courte période, avantageusement, par Henri Drincourt. Ça va, nous le connaissons. Bien. Allez, je vais soumettre ces trois amendements qui ont eu des avis défavorables de la Commission et du gouvernement à l'approbation de notre Assemblée. Alors, sur le 522 rectifié, y a-t-il une demande d'explication de vote? Nathalie Goulet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous étions il y a quelques semaines à Cambremer sur les journées de l'AOC. Ce texte n'est pas évidemment en liaison avec l'AOC ni les problèmes, mais la problématique des AOC, mais nous avons à ce moment-là discuté de la délocalisation possible de l'agriculture et d'un certain nombre de productions. Et il a été rappelé, Monsieur Vinet était d'ailleurs présent, le lien extrêmement important qu'il y avait entre la consommation et les territoires. Les AOC étant le moyen de fixer évidemment les productions. Et moi, je veux dire que j'ai été très interpellée sur cette notion de délocalisation de l'agriculture qui a l'air tout à fait curieuse, mais en réalité, après avoir entendu les explications des experts qui étaient là, j'ai tout à fait compris de quoi il s'agissait. Je crois que l'amendement de Madame Laborde, Fortassin-Colin et du groupe RDSE a au moins le mérite de donner de l'importance à ce lien entre les productions et les terroirs. Et moi, je comprends que de toute façon, dans le fatras de cet article premier, où on n'y retrouve finalement plus grand-chose, ça ne changerait pas grand-chose non plus de rajouter ce lien avec entre les territoires, les terroirs et les produits. En tous les cas, moi, je le voterai s'il est maintenu. Bien. Alors, Monsieur Berry-Débat. Oui, je voudrais également dire que cet amendement est particulièrement intéressant dans la mesure où, effectivement, il maintient ce lien, comme vient de le dire notre collègue, entre le territoire, le respect du terroir et le consommateur. Vous renvoyez, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur, à l'amendement suivant qui dit que c'est assez explicite, mais il n'est pas inutile de le rappeler. On peut effectivement avoir, et moi je le connais bien dans un département, faire référence à des produits du terroir, notamment dans une transformation par exemple, et ne pas avoir effectivement ce lien de proximité entre ce qui est produit avec le territoire, dont il y a quelquefois tromperie du consommateur. C'est assez ambigu et je pense que les précisions qui sont apportées par le groupe RDSE me semblent des précisions importantes qui peuvent figurer dans la loi. Merci. Alors, il n'y a plus de demande de parole. Je mets le 522 rectifié de Françoise Laborde à l'approbation de notre Assemblée. Qui est pour l'adopter? Alors, 15. Qui est contre? Alors, égalité des voix, il est rejeté. Le 328 de Gérard Lecam, deux avis défavorables. Qui est pour l'adopter? Alors, 3 et 5, 5 et 4, 9 et 4, 13. 13 et 15. Voilà. Il y avait deux votes là. Non, non, on a bien compté. Hein. Alors, le 328, excusez-moi, qui est pour? Gérard. C'est celui de Gérard Lecam. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 227, c'est exactement le même vote. Qui est pour l'adoption? Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. On continue. 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Alors, le 205 rectifié n'est pas soutenu. Ah, Monsieur Bernard Raymond est là. Exact. Excusez-moi. Je vous en prie, Monsieur le Président. Allez. Monsieur le Ministre, le présent amendement vise à compléter la politique nationale de l'alimentation pour que soient systématiquement prises en compte les spécificités territoriales et notamment celles des territoires de montagne. Merci. Ensuite, le 329. Gérard Lecam. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, il s'agit par cet amendement d'attribuer au Programme national pour l'alimentation une action spécifique pour adapter les normes à certains territoires, notamment ceux de montagne, à nouveau, que je défends au nom de Madame David, afin de tenir compte de leurs spécificités conformément à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1985. En effet, la montagne est un ensemble de territoires qui, du fait de ses caractéristiques géographiques et climatiques propres, appellent des mesures spécifiques. Ainsi, en raison des surcoûts de production de l'agriculture de montagne liés aux difficultés de production exacerbées dans un environnement montagnard, utilisation d'équipements spécialisés qui sont souvent onéreux, une application uniforme et stricto sensu des normes compromettrait la viabilité économique des exploitations agricoles de ces territoires. Aussi, il nous semble important que le PNA adapte les mesures normatives aux spécificités territoriales de la montagne, bien que, comme l'a indiqué le rapporteur, le PNA est davantage un outil d'animation de la politique de l'alimentation qu'un instrument réglementaire. Il nous semble toutefois qu'il peut contribuer à reconnaître la spécificité de la montagne en impulsant une politique de l'alimentation qui distingue les produits agricoles en fonction de leur lieu de production. En évitant une application homogène des normes, cela permettrait de compenser le handicap montagne et donc de valoriser les produits issus de ces territoires. C'est pourquoi je vous demande, chers collègues, de bien vouloir l'adopter. Je ne sais pas si ça s'adaptera aux montagnes bretonnes qui commencent à être un peu rabotées aujourd'hui. Merci. Merci. Françoise Laborde, vous nous présentez le 574 rectifié. Alors je vais être très brève puisque d'autres collègues ont bien défendu et puisqu'ils avaient déposé le même amendement, je considère qu'il est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre opinion sur ces 3 amendements? Je vais faire comme Françoise Laborde, je vais dire que le même argument tient pour les 3 amendements. Donc je préciserai quand même pour nos collègues que la prise en compte des spécificités des territoires de montagne est nécessaire. Cependant, je ne suis pas certain que l'adaptation des normes et réglementations devant s'appliquer à la montagne puisse trouver sa place dans le PNA. Donc il me semble que les dispositifs particuliers pour la montagne relèvent de textes spécifiques. Donc c'est un avis défavorable si au moins je peux proposer le retrait, qui est une mesure déjà compensatoire. Et pour les 2 autres, c'est le même argument, donc le même avis. Bien. Alors, Pierre-Bernard Raymond, vous avez été sollicité pour un retrait éventuel. Je suis compréhensif, Monsieur le Président. Je m'en remets à la sagesse du rapporteur. 5 rectifiés est retiré. Je vais soumettre les 2 autres amendements à l'approbation de notre Assemblée. Il n'y a pas de demande d'explication de vote. Alors, Bernadette Bourzet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les explications qui ont été données par Monsieur Lecam se suffisent à elles-mêmes et je pense qu'il faut effectivement que nous prenions en compte mieux que cela n'a été fait jusqu'à présent les spécificités de la montagne. Les conditions de production sont infiniment plus difficiles et plus rudes dans les zones de montagne que, et je ne parle pas des monts d'Arrée, je parle de la moyenne montagne dans laquelle j'habite, mais aussi des Pyrénées, des Alpes, des Vosges. Et nous savons que pour produire dans ces conditions, il faut des méthodes différentes et il faut pouvoir tirer profit de produits différents qui sont des produits de qualité. Donc il faut que nous puissions
au travers de ce texte, labelliser produits de montagne les productions qui sont faites et qui permettent, dans des conditions qui peuvent être de pluriactivité ou qui sont simplement des productions initiales, de faire vivre des exploitations dans ces zones où l'équilibre agro-sylvo-pastoral est difficile à maintenir. Et c'est pourquoi je regrette que dans le vote précédent, on ait éliminé comme ça la question des abattoirs. Quant à produire des produits de qualité sans pouvoir les transformer sur place, sans pouvoir les valoriser sur place, il me semble que c'est une grande erreur parce que, d'une part, ça ne permet pas de retenir de valeur ajoutée sur les territoires de montagne, mais de surcroît, ça coûte au bilan carbone. Ça veut dire qu'on va à des centaines de kilomètres transformer des produits qui perdront d'ailleurs de leur étiquette, entre guillemets, puisque, on le sait bien, les étiquetages sont encore très mal assurés et la qualité ne sera pas reconnue. Donc je pense qu'il faut que nous ayons un réflexe qui d'ailleurs n'est pas indu, puisqu'il est prévu dans la loi montagne de 1985, qui affirme que les spécificités de la montagne doivent être prises en compte dans les législations. Merci. Alors, je soumets ces deux amendements à votre approbation. Qui est pour les adopter? Ils sont identiques. Ah, pardon, Monsieur le Ministre. Je vais aller rapidement, Monsieur le Président, juste pour apporter une précision. Bien entendu, il faut tenir compte des spécificités de la montagne. Je rappelle que nous avons maintenu l'indemnité compensatrice de handicap naturel. Il y a toute une réglementation européenne sur ce sujet-là, aussi bien pour le développement des territoires que pour les spécifications alimentaires. Donc tout cela est l'objet de la réglementation communautaire. Si dans la loi, nous rajoutons des obligations supplémentaires sur ce sujet-là, nous serons en infraction avec la législation communautaire. C'est la raison pour laquelle, tout en partageant l'objectif, nous estimons que l'amendement n'est pas souhaitable. Voilà, donc nous avons deux avis défavorables sur deux amendements identiques. Il n'y a pas d'explication de vote, ça a été fait. Qui est pour adopter ces deux amendements identiques? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Alors, qui est-ce qui nous présente le 94? C'est Jacques Gillot. D'accord? Cet amendement va dans le sens des propos que vous avez tenus, Monsieur le Ministre, lorsque vous avez précisé que vous ne souhaitiez pas une alimentation uniformisée. Reconnaissons, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'en fonction des régions, les traditions culinaires sont bien différentes. Nous pensons qu'il faut valoriser ces différences. Nous proposons donc que cet amendement, les actions du Programme national pour l'alimentation encouragent davantage la valorisation locale de notre patrimoine alimentaire et culinaire pour chaque région française. Cette diversité locale doit non seulement être préservée, mais véritablement encouragée sous différentes formes, qu'il s'agisse par exemple d'actions de communication, de formation, encore de la valorisation des circuits courts de distribution. Cette valorisation locale est très importante pour les régions d'outre-mer et pour toutes les productions locales. Merci bien. Quel est l'avis du rapporteur? Oui, merci, Monsieur le Président. L'amendement de Monsieur Larcher vise à modifier la décision et surtout la rédaction qui avait été adoptée par la Commission à l'alinéa 18. Cet alinéa prévoit que dans le cadre du plan national pour l'alimentation soient menées des actions en faveur du patrimoine alimentaire et culinaire français. Cette définition paraît suffisamment large et avait même reçu un large consensus en réunion de la Commission pour ne pas la remettre en cause. Il me semble que la valorisation des productions agricoles et de la cuisine ultramarine pourrait tout à fait intervenir dans le cadre de la rédaction actuelle. Je voudrais en profiter pour saluer Mme Dumas qui est ici. Mme Dumas qui a été chargée d'une mission sur la gastronomie française et lui dire merci pour tout le travail qu'elle fait. J'en profite à ce moment-là pour lui dire toute mon amitié et tout notre soutien pour la gastronomie française. Avis défavorable, mon cher collègue. Alors, avis du gouvernement. Monsieur le Président de Rincourt ou Monsieur. Oui, non mais honoraire.
Président Honoraire. Oui, Monsieur le Président, cet amendement qui est présenté par Monsieur Larcher et le groupe, je veux dire, comme le rapporteur à l'instant, que pour le gouvernement, nous considérons que la rédaction qui a été adoptée par la Commission couvre déjà l'objet de cet amendement et que d'autre part, le patrimoine français s'appuie sur la richesse et la diversité des patrimoines régionaux qu'il faut valoriser au niveau local, mais bien entendu aussi au niveau national et international. Et donc, en fait, nous considérons que la rédaction proposée par l'amendement, en fait, réduirait donc la portée du projet du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable. Alors, y a-t-il une explication de vote? Qui est pour adopter Didier? Guillaume, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on peut comprendre l'argument du gouvernement et du rapporteur, mais nous l'analysons à l'envers. C'est-à-dire que reconnaissons quand même, et je crois qu'on va tous être d'accord, que si nous sommes tous dans la République française, y compris lorsque l'on est au Fidji, en Guadeloupe ou en Martinique, il y a quand même une spécificité pour ces régions-là. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois, l'engagement du président de la République et la volonté de faire un plan spécifique pour l'outre-mer. Alors lorsqu'on voit, excusez-moi, lorsque dans le texte il est marqué patrimoine français, ça va bien, mais si on rajoute des régions françaises, c'est pas en aucun cas un handicap ou un bémol, c'est au contraire un dièse, un forte, un allegro, parce qu'on va parler de toutes les régions françaises. Donc ce n'est pas uniquement sémantique ou des phrases, mais reconnaissant quand même, et là je m'adresse au rapporteur, c'est vrai que la Commission l'a adopté unanimement, donc nous revendiquons totalement cette adoption, mais l'expertise de nos collègues d'outre-mer, reconnaissons, en tout cas en ce qui me concerne, est bien meilleure que moi-même. Donc l'idée, c'était de renforcer un peu ce sujet et de parler de toutes les régions françaises, j'allais dire, y compris l'outre-mer. Merci. Alors, Catherine Dubin, vous avez la parole, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, d'abord, merci Gérard César, Monsieur le rapporteur, des propos que vous avez tenus. C'est vrai que je voulais prendre la parole par rapport au dossier de l'UNESCO, qui est une formidable opportunité pour la France de pouvoir promouvoir notre patrimoine culinaire et gastronomique. Et donc, je voulais rappeler que nous avons ce dossier en cours et que nous aurons donc la réponse de l'UNESCO au mois de septembre 2010. En ce qui concerne les propos qui ont été tenus par Monsieur Guillaume, je voudrais dire que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et avec l'amendement qui a été déposé. Ceci dit, je comprends tout à fait ce que la Commission a pu déterminer et je me rangerai donc à son avis. Alors, je rappelle que nous avons néanmoins 2 avis défavorables sur cet amendement. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Charles Revet, vous nous présentez le 30 rectifié bis. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il vous est proposé, avec mes collègues, d'insérer un nouvel alinéa, s'il est rédigé après l'alinéa 18. Tout produit commercialisé sur le territoire national doit porter bien lisible pour le consommateur l'indication du pays d'où vient le produit proposé à la vente s'il est vendu en l'état, ou du pays d'origine des matières premières ayant été utilisées pour sa fabrication, s'il s'agit d'un produit ayant fait l'objet d'une transformation industrielle, ainsi que de l'indication du pays où il a été fabriqué. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, on sait que la mondialisation fait en sorte que beaucoup de produits sont importés de l'extérieur. Nous avons, et c'est normal, on a beaucoup parlé du consommateur, on a parlé de l'alimentation, le texte l'indique, et tout le monde a reconnu que c'est essentiel. Nous avons beaucoup de rigueur dans notre pays pour la fabrication de chacun des produits. Il y a peut-être quelquefois un peu moins de rigueur à l'extérieur. Il faut donc que le consommateur puisse se retrouver et qu'il achète les choses en connaissance de cause. Et c'est dans cet esprit que j'ai déposé cet amendement, c'est à travers un étiquetage
très précis indiquant l'origine du produit, la manière dont il a été fabriqué, que le consommateur peut s'y retrouver. Voilà l'objet de cet amendement cosigné par un certain nombre de mes collègues. Gérard César, monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'étiquetage d'origine a fait l'objet et fait toujours l'objet d'une vaste réflexion, et surtout dans le cadre, Monsieur le Ministre, vous le savez bien, dans le cadre de la mission GEGO sur le Made in French. En ce qui concerne les produits alimentaires, la Commission a adopté un article 1er bis qui apporte une préoccupation et une réponse surtout à Charles Revet. C'est l'étiquetage de l'origine. Nous l'avons décidé et cet étiquetage sera donc dans la loi et sera donc obligatoire. Donc il me semble, Charles Revet, mon cher collègue co-rapporteur, que votre amendement est satisfait et donc je vous demande le retrait, sinon je serai malheureusement obligé de donner un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense que la préoccupation de Monsieur Charles Revet est tout à fait digne d'intérêt. Pas du tout. C'est justement parce qu'elle est très digne d'intérêt que c'est important de rappeler ce qui a déjà été évoqué sur ce sujet hier, 2 fois, à l'occasion de l'examen d'un amendement 241 qui était présenté par Gérard Lecam, certains de ses collègues, et d'autre part, comme le rapporteur vient excellemment de le dire à l'instant, c'est pris en compte dans le texte actuel qui résulte des travaux de la Commission. Mais je me permets d'aller plus loin en disant que, en plus, ce serait contraire aux exigences communautaires et pourrait être attaqué par la Cour européenne, comme cela a déjà été le cas en Grèce et en Italie. Et donc, je pense que ça, en fait, si l'objet est bon, sa rédaction fragiliserait le texte du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de me tourner avec empressement et chaleur vers M. Revet, pour lui suggérer de prendre la meilleure position qui soit, c'est-à-dire de retirer son amendement. Alors, Charles Revet. Alain Vassel. Je veux dire un mot avant, Monsieur le Président, en vous remerciant. Sans doute que Charles Revet retirera l'amendement sous la pression amicale du ministre et du rapporteur. Moi, je comprends très bien l'argumentation qui vient d'être développée par Monsieur le ministre, d'ailleurs, qui ne fait que reprendre celle qui nous a été développée pas plus tard que la nuit dernière par Bruno Le Maire sur des amendements qui s'apparentent à celui déposé par notre collègue. Alors il est vrai, Monsieur le rapporteur, que vous avez prévu dans l'article 1er bis une disposition qui devrait être de nature à satisfaire notre collègue Charles Revet, si ce n'est que vous laissez la faculté de faire, tandis que Charles Revet demande à ce que ça devienne une obligation, que ce soit fait. D'un côté, vous êtes dans le peut, et Charles Revet dit doit. Bon. Or, c'est parce que l'on dit doit qu'on s'oppose à des dispositions d'ordre européen. Et j'ai entendu de la bouche du ministre hier que tout ce qui avait un caractère contraignant que nous pourrions introduire dans la loi se heurtait à des dispositions européennes. Et le ministre a pris l'engagement devant nous, enfin tout du moins, il nous a dit que son combat consistait à faire évoluer la réglementation européenne de telle manière à ce que nous souhaitons aujourd'hui soit partie intégrée donc des dispositions européennes. Donc il s'agit de faire confiance au gouvernement pour aller dans cette direction, parce que moi je reste, comme beaucoup, dubitatif quant le pouvoir contraignant des dispositions que nous introduisons dans la loi. J'espère que ce ne sera pas, que ce ne seront pas des coups d'épée dans l'eau que nous sommes en train donc de réaliser, si par aventure le ministre ne réussissait pas à dégager une majorité au niveau européen pour que ce que nous souhaitons soit introduit dans les dispositions européennes. Donc qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? On ne va pas mettre le gouvernement en difficulté, nous ne pouvons que faire confiance dans l'avenir, et la seule question que je pourrais me poser, comment peut-on aider le gouvernement pour qu'il obtienne de la part des autres pays européens que devienne une réalité ce que nous souhaitons nous-mêmes ici? Sinon, à quoi servons-nous? En fait, tout repose sur la faculté et la possibilité du gouvernement d'arriver à convaincre ses collègues de faire ce que nous souhaitons faire. Donc, je reste en attente. Donc, c'est tout.
Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien d'autre à dire. Hein. Je laisse à mon collègue Charles Revet le soin de prendre la décision. Je vais laisser néanmoins la parole à Odette Herviaux. Oui, merci, Monsieur le Président. À ce moment du débat, je crois qu'il faut vraiment être très précis. Moi, je soutiens cet amendement de M. Revet pour plusieurs choses. Non seulement il peut, bien sûr, s'appliquer sur tout produit commercialisé sur le territoire national, mais même, en plus, il peut nous permettre de nous garantir contre une forme de, disons-le, de publicité, je ne vais pas dire mensongère, mais qui parfois s'appuie sur une image très positive d'une région et qui, sous prétexte de dire produit ici ou produit là, n'est en réalité que l'amalgame d'un certain nombre de produits transformés dans cette région et qui viennent d'ailleurs. Et je crois que là, on a un véritable souci. Alors moi, ce que je pose comme question à Monsieur le rapporteur, c'est ce que vous avez évoqué hier. Est-ce que ce que l'on a accepté va changer ces pratiques et va obliger les industriels qui ont ces pratiques à les changer? Sinon, nous serions, nous, tout à fait prêts à voter cet amendement. Nathalie Goulet. Oui. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons eu ce débat hier, c'est vrai. Mais je crois que l'affaire de l'étiquetage est quand même extrêmement importante pour le consommateur dans son ensemble. On a exactement le même problème dans le cadre du PLFSS où on veut indiquer des notions de produits pas gras, pas trop salés, pas ceci, pas cela, les calories. C'est-à-dire qu'on va finir à la fois par avoir la nécessité d'avoir des étiquettes les plus complètes possibles et ensuite d'avoir des produits périmés quand on aura fini de lire les étiquettes. Donc moi je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion complète sur l'étiquetage des produits qu'on souhaite et je crois que cette affaire est extrêmement importante. Je ne suis pas très favorable au groupe de travail dans l'ensemble, mais je pense qu'on pourra avoir une vraie réflexion parce que ce dossier-là est vraiment trop important pour le consommateur et nous avons le problème en Normandie, nous avons les camemberts de Normandie qui sont faits avec du lait qui viennent de n'importe où, y compris d'ailleurs que de Normandie, et qui utilisent, comme vient de le dire Madame Herviaux, la qualité du produit et l'image de ce camembert de Normandie, qui en fait peut être très bien fait avec du lait chinois. Donc moi je crois que l'amendement il est tout à fait intéressant. Il n'a peut-être pas sa place aujourd'hui ici dans ce contexte, mais je crois qu'il faudrait vraiment que dans le cadre de l'alimentation, on puisse avoir une vraie réflexion sur l'étiquetage qui sera aussi utile dans le cadre du PLFSS et de tout ce qu'on essaye de faire pour protéger à la fois les enfants et les adultes d'une malbouffe, de l'obésité et d'acheter des produits dont on ne maîtrise absolument pas la composition. Merci. Paul Raoult. C'est vrai que depuis hier soir, on discute de ce problème qui est certes difficile, mais qui est quand même lié à une politique de l'Union européenne qui va contre la qualité des produits. C'est-à-dire qu'en clair, on veut uniformiser l'ensemble de la production et à partir de là, on voit bien que on veut supprimer par exemple les crus, les fromages au lait cru, sous prétexte et que donc les spécificités régionales finissent par disparaître. Et deuxième élément, on voit bien que l'idéologie de l'Europe, c'est toujours de voir derrière notre volonté de défendre nos produits locaux une forme de protectionnisme déguisé. Et au nom de ça, on nous fait manger des pommes, par exemple Golden, venant de Hollande, qui sont évidemment pas chères, mais qui n'ont aucun goût. Et nous, nos producteurs, qui font des Jonagold et autres, des produits de qualité, ils ont du mal à les écouler. Et en plus, lorsque dans nos cantines, nos restaurants scolaires ont fait un appel d'offres, on a du mal à introduire dans la charte de l'appel d'offres qu'on veut effectivement des produits bien locaux. Parce qu'aussitôt, il y a une armée de fonctionnaires zélés qui viennent vous dire que l'appel d'offres, il est mal rédigé et qu'il ne met pas librement en concurrence des produits venant d'ailleurs. Donc il y a à la fois, c'est vrai, la philosophie de l'Europe qui voit tout de suite des formes de protectionnisme larvé, et puis ensuite, il y a aussi chez nous la concurrence et les prix qui est toujours en train de nous suspecter de vouloir tricher en quelque sorte
et de vouloir faire du commerce avec le producteur local comme si c'était forcément mal. Comme si c'était forcément mal. Alors à partir de là, on a du mal, c'est vrai, à faire en sorte que les produits de nos propres régions, on puisse les retrouver dans l'assiette de nos enfants. Merci. Gérard César, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, dans le texte de la Commission, il est bien dit, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles, alimentaires et les produits de la mer à l'état brut ou transformés. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde a intérêt à ce que le produit soit étiqueté. C'est dans le sens du consommateur de bien connaître la provenance et aussi la qualité de ce produit. Mais je crois qu'aujourd'hui, grâce à ce texte, on peut généraliser pour ceux qui le souhaitent, donc l'étiquetage de tous les produits agricoles. Ça me paraît être une mesure très importante et intéressante. Voilà. Monsieur le Président. Oui, j'interviens peu dans le débat, mais c'était un sujet essentiel au niveau du débat de la Commission. Je crois que là, l'amendement de Charles Revet qui parle de l'étiquetage, je crois que je ne vais pas me mettre à la place du ministre, je n'ai pas cette ambition, mais je me souviens bien des débats que nous avons eus, mes chers collègues, sur l'étiquetage des produits et la réponse du ministre aujourd'hui, pourquoi on a accepté peut être rendu obligatoire, c'est pas en conformité aux directives européennes. Le ministre s'est engagé justement à faire évoluer ces directives européennes, mais il faut convaincre les autres pays de les développer. Il y a un autre aspect que le ministre s'est engagé à prendre en compte aussi, c'est les indications géographiques protégées. Il faut y être très attentif, c'était dit. Une indication géographique protégée dans le droit communautaire, elle permet de prendre en compte la nature d'un produit local, mais il suffit, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que le produit soit transformé dans la région pour bénéficier de l'appellation régionale. Et pour moi, c'est une anomalie, ça. Quand on parle d'une indication géographique protégée, elle s'appuie sur une zone. Et je répéterai en séance publique, et ça concerne même le ministre Drincourt, le charolais, on peut parler du charolais de Bourgogne. Et ça, c'est une véritable indication géographique protégée. Et nous avons même du mal à faire reconnaître cette indication géographique protégée. Je l'ai évoqué au niveau du ministère. Et pourtant, on est bien dans cet espace-là. Et par contre, on a la moutarde de Dijon, où il y a une partie de la moutarde qui vient du Canada, et c'est une IGP. Donc je pense qu'au niveau européen, il y a vraiment une discussion à avoir. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur notre ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche pour convaincre nos homologues européens. Et avec Jean Bizet et avec la Commission des affaires européennes, nous avons mis en place un groupe de travail sur les perspectives d'évolution de la politique agricole commune. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut faire valoir aux autres pays pour mettre en avant les véritables indications géographiques protégées et même par la suite rendre obligatoire peut-être l'identification des produits pour répondre à la préoccupation de Charles Revet. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a satisfaction, le rapporteur l'a dit, le ministre l'a dit, par rapport au texte en vigueur. Et pour répondre à Alain Vassel, on ne peut pas déborder le texte en vigueur aujourd'hui au niveau européen, et je pense qu'on peut compter sur l'engagement de notre ministre. Alors, Charles Revet, on en arrive finalement à vous. Monsieur le Président, j'ai entendu l'appel de notre sympathique ministre que nous connaissons bien. La seule interrogation que je fais, et je l'ai entendu, l'interrogation, je me demande s'il n'y a pas confusion quand même entre le fait d'ouvrir les frontières à l'importation des produits. Ça, bien entendu, la communauté européenne nous obligerait à le faire si on prenait des décisions, sauf dans certaines spécificités. Par contre, je ne vois pas qu'est-ce qui peut s'opposer à ce qu'il y ait un étiquetage clair qui dise la réalité des choses, et je ne vois pas en quoi, honnêtement, la communauté européenne, et je voudrais voir le texte, je ne vous le cache pas, sur lequel ça s'appuie pour dire il est interdit de faire un étiquetage de ceci ou de cela. Si vous le dites, je vous crois, hein, mais je demande quand même, vous savez, j'étais récemment à Bruxelles pour d'autres considérations et j'ai vu que de temps en temps, il y avait une interprétation, donc j'aimerais bien avoir ce texte, et si jamais il y avait une opportunité, peut-être qu'en commission mixte paritaire, on pourrait le revoir. Ceci étant, Monsieur le ministre, bien entendu, j'ai entendu votre appel et il est retiré.
Monsieur le ministre. Je voulais simplement dire au sénateur Revet que dans l'état actuel de la législation européenne, l'objet qu'il vise ne peut pas être obligatoire, mais c'est tout le sens de l'action qui est menée, qui a été rappelée à l'instant par le président Imorine et qui est menée par Bruno Le Maire, effectivement, c'est de faire évoluer. Et donc, pour répondre très directement à votre préoccupation, le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture va vous communiquer le texte de façon à ce que vous ayez justement tous les éléments. Et je profite de l'occasion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire demandait tout à l'heure Alain Vassel. Moi, je crois que ce qu'on peut faire, c'est relayer la volonté du gouvernement auprès des autres pays par l'intermédiaire de la Commission européenne, par l'intermédiaire des contacts qu'il peut y avoir entre le Parlement européen et notre Parlement national pour faire avancer le débat dans le sens qui vous préoccupe. Bien. Alors, le 30 rectifié bis est retiré. Le 60... Monsieur le Président, est-il possible que l'on reprenne cet amendement en modifiant légèrement la dernière partie de la phrase? Ah, il serait rectifié à ce moment-là. C'est possible ou pas? Alors, il faudrait que la rectification soit très légère pour que cela puisse être accepté. C'est simplement faire disparaître, ainsi que l'indication du pays où il a été fabriqué. C'est la seule partie qui, à mon avis, risque d'être en opposition avec les indications européennes. Tant que ça reste sur le territoire national, transformation sur le territoire national, rien ne nous empêche d'obliger d'avoir la précision de l'origine du produit. Bien. Alors, avis de Monsieur le rapporteur sur cet amendement qui devient le 30 rectifié. L'argument ne tient pas. Il ne tient pas. Parce qu'il est important qu'on puisse faire figurer justement sur l'étiquetage que nous voulons rendre très incitatif, pas obligatoire, c'est pas possible, mais au moins très incitatif, dans l'intérêt et des producteurs, des transformateurs et des consommateurs. Je pense que c'est important. Il faut donc que cet étiquetage soit clair et qu'il ne soit pas au taquet par l'Europe, bien évidemment. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, l'Europe se plie aussi aux décisions que nous pouvons prendre dans notre pays et surtout devant le Parlement. Alors, Didier Guillaume. Pardon, Monsieur le ministre. Rectification. Sur la rectification, le gouvernement ne peut pas y être favorable parce que c'est justement ce à quoi s'est livrée la Grèce et qui a justifié les poursuites qui ont été engagées à son encontre par l'Europe. Voilà. Donc ça n'est pas possible dans l'état actuel des choses, madame. Je suis désolé de vous le dire. Guillaume. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois qu'on s'arrête un peu longuement sur cet amendement, on passera plus vite sur d'autres, mais je crois qu'il est un peu fondamental dans la discussion politique que nous avons. Si chaque fois que le Parlement veut prendre une décision, on nous dit que ce n'est pas possible parce que l'Europe ne sera pas d'accord, alors autant tout transférer à Bruxelles, excusez-moi d'être un brin caricatural, et puis de dire à Bruxelles, ils géreront le droit français, le droit espagnol, le droit italien. C'est ça le débat. Déjà qu'il va falloir maintenant donner nos budgets des nations avant pour qu'on ait l'imprimatur européenne. Je pense que ça ne va pas. Deuxièmement, nous pouvons comprendre ce que dit le ministre par rapport aux contraintes européennes. Mais justement, le Parlement français ferait un acte fort de voter cet amendement pour soutenir le ministre et pour dire justement on va faire plier parce que j'entends les discours du président de la République, du gouvernement, on ne se fera pas imposer par l'Europe, il faut faire plier l'Europe, vous l'avez encore dit monsieur le ministre, il faut faire plier l'Europe, il faut avancer, mais pour l'instant ce que l'on constate c'est qu'elle ne plie pas vraiment l'Europe. Et le fond de cet amendement, qui n'est pas de notre fait en plus, quel est-il? Il est tout simplement de donner une meilleure information aux consommateurs. On est dans l'article 1er du titre 1 de cette loi sur la politique de l'alimentation. Le ministre hier, tous les orateurs, de tous les groupes d'ailleurs, ont vanté le fait que pour la première fois dans une loi, on mettait en place l'alimentation et mettre en place une vraie politique de l'alimentation. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous saluiez l'engagement de notre collègue Madame Dumas pour tout ce qu'elle fait dans cette direction.
Eh bien, nous, il nous semble que c'est le moment. Là, c'est pas politique, c'est pas politicien, c'est transversal, il n'y a pas de problème. Charles Revet l'a retiré, on voit bien qu'il doit le retirer. Pourquoi nous voulons le reprendre? De façon symbolique. Et cet amendement, peut-être, sera-t-il rejeté. Mais si, à un moment ou à un autre, nous ne disons pas clairement ici que nous voulons mettre plus avant la souveraineté des États et la souveraineté du Parlement, que nous voulons que l'étiquetage soit le plus clair possible, afin que le consommateur sache à quoi s'en tenir. Et il est important de voir l'origine de ces produits. Alors, on fera sûrement, la loi sera votée, mais ça sera un peu à l'eau tiède, il nous semble, et que ce serait un acte fort et le Parlement s'honorerait de le faire dans cette direction. C'est la raison pour laquelle nous le reprenons. Alors, je ne sais pas s'il est rectifié ou pas rectifié, peut-être Odette Herviaux indiquera la rectification de façon plus précise, mais ce débat-là, vraiment, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, c'est un débat important pour l'agriculture française, pour la politique de l'alimentation et pour les consommateurs. Alors, Jacques Muller. Oui, dans le même état d'esprit, je m'interroge sur la réponse qui nous a été donnée par le ministre, puisque l'Union européenne veille au respect de la concurrence libre et non faussée entre les États. En l'occurrence, l'amendement tel qu'il a été rectifié porte sur ce que nous faisons sur notre propre territoire. Et donc, de mon point de vue, la réponse qui m'a été donnée ne me satisfait pas. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire. Lorsque la politique agricole commune s'est construite en 60-62, elle s'est construite sur ce que la France avait mis en place dans les années 50. Les prix indicatifs, les prix d'intervention sur les marchés du blé, tels qu'ils ont été institués dans la PAC de 62, mais nous les avions en France dans les années 50. Autrement dit, c'est ce que nous avions fait chez nous qui s'est généralisé ensuite. Ce que nous avions réussi chez nous a été généralisé. Alors aujourd'hui, nous prenons une disposition qui fait quand même sur le fond unanimité, et finalement, il faudrait attendre ce que pense l'Europe d'une éventuelle décision. Moi, je crois qu'il faut prendre la décision maintenant. Elle est bonne pour nos producteurs. Nous ne nuisons pas à la concurrence des pays étrangers, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de voter cet amendement. Alors, Monsieur le Président, Jean-Paul Hébrine. Oui, j'ai bien entendu Jacques Muller et Didier Guillaume. Je crois qu'on a eu ce débat. Ce que nous propose Didier Guillaume, c'est assez dangereux. Parce que quand on regarde par le passé, dès que le gouvernement français s'est mis en infraction, il n'y a eu qu'à payer des pénalités ou à rembourser des aides qui ont été versées à tort. Je crois qu'aujourd'hui, le débat que nous avons est un débat serein. Je remercie Charles Revet d'avoir posé cette question. Je crois qu'on a ces éléments depuis le début de notre débat. Mais moi, je suis un Européen convaincu. J'ai envie que l'Europe avance. Le président de la République l'a dit l'autre jour. L'Europe nous appartient. Mais il faut bien faire partager nos points de vue si nous voulons avancer. C'est pas le tout d'y aller avec une idéologie bien spécifique. Si personne ne la partage, nous ne pourrons pas faire avancer l'Europe. Donc moi, je suis contre l'amendement, même rectifié, parce qu'il intéresserait que les produits français, mais au nom de quoi les pays étrangers, les produits étrangers ne seraient pas identifiés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut rester dans la directive européenne et puis s'appuyer sur les capacités de notre ministre de l'Agriculture comme de notre président de la République, parce que j'entends des critiques qui sont faites par rapport au président de la République qui va se déplacer pour parler des relations commerciales avec la grande distribution. Regardez notre histoire, cherchez un président de la République qui s'intéresse à l'agriculture et qui va défendre nos produits sur le terrain. Bien, allez, si vous voulez, je vous propose qu'on vote sur l'amendement 30 rectifié terre qui a été repris par Odette Herviaux. Nous avons deux avis défavorables. Qui est pour adopter cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 78 rectifié tombe, n'est pas soutenu. Le 93, c'est Odette Herviaux? Non, c'est Claude Bérit-Débat.
Allez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme on l'a déjà vu, notamment hier soir, le Conseil national de l'alimentation a un rôle important à jouer dans la définition de la politique de l'alimentation du gouvernement. Or, cette instance indépendante, qui regroupe des collèges représentant les consommateurs, les industriels, les producteurs et la grande distribution, existe depuis 1985. Depuis le début, elle a pour mission de donner des avis et recommandations aux 3 ministères compétents, justement sur la définition de la politique de l'alimentation, l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels, la sécurité et la qualité des aliments, l'information des consommateurs. Cette instance a-t-elle atteint ses objectifs? On peut penser que non, puisque l'étude d'impact qui est jointe à la présente loi fait clairement le constat d'une absence de politique publique de l'alimentation en France. Comment conférer plus de portée à ces avis et à ces recommandations? Est-ce seulement une question de volonté politique? Le gouvernement a prévu de renforcer les missions du CNA par voie réglementaire et de l'élargir aux associations de protection de l'environnement. Est-ce que c'est suffisant? Nous vous proposons dans cet amendement de consacrer l'existence du CNA dans la loi et dans le code rural, après la définition de la politique de l'alimentation que vous avez souhaité y intégrer. Comme pour l'Observatoire, nous pensons qu'une instance, même consultative, a plus de poids quand on la reconnaît officiellement dans la loi. Monsieur le ministre, vous avez déclaré, même hier soir, vouloir faire du CNA un parlement de l'alimentation, régulièrement consulté par le gouvernement. Convenez que l'existence d'un tel parlement n'est pas de l'ordre du réglementaire. C'est pourquoi nous vous proposons d'intégrer, après l'alinéa 18, le texte de l'amendement que je viens de commenter. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Berry-Débat, le Conseil national de l'alimentation est régi par les articles D 541 et suivants du Code de la consommation. Vous proposez avec vos collègues de transposer dans la loi les missions prévues par ces articles et de manière un peu moins précise sa composition. J'ai été tenté en tant que rapporteur de faire la même chose. Mais j'y ai renoncé, considérant que les règles applicables aux organismes consultatifs relevaient plutôt, Monsieur le Ministre, du domaine réglementaire. Par ailleurs, la Commission a précisé dans son texte que le Conseil national de l'alimentation